Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'avoir parmi nous aujourd'hui Caroline Darmon pour mieux comprendre le sujet clivant et important de la responsabilité des entreprises dans la transition écologique et sociétale. Un petit rappel voilà, de la définition de la Commission européenne de la RSE. C'est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale et leurs relations avec les parties prenantes. Sa thématique est apparue dans les années 60 aux États-Unis dans le domaine académique de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Elle a mis de nombreuses années à s'inscrire de plein pied dans la réalité économique. Évidemment, toutes les entreprises peuvent mettre en œuvre une démarche RSE, et ce, quelle que soit leur taille, leur forme juridique et leur activité. Mais paradoxalement, en France, seuls 16% des entreprises françaises ont mis en place une stratégie RSE selon un sondage de la société Kindrill. Alors, la question la plus importante, pourquoi la RSE est indispensable? La RSE est indispensable dans une époque où la jeunesse et le consommateur accordent de plus en plus d'importance aux problématiques sociétales et environnementales. Les entreprises ont tout intérêt à adopter une démarche socialement responsable. Cela permet de réduire la consommation d'énergie, d'eau, de matières premières, substituer les matériaux non renouvelables, diminuer les déchets, contribuer à la réduction des coûts pour les entreprises. Une politique RSE concrète attire les talents, surtout les nouvelles générations, davantage portées sur la préservation de la planète et le traitement respectueux des fournisseurs et des clients. Il y a trois motifs principaux qui permettent de comprendre les incitations économiques des entreprises en faveur de ce type de démarche volontaire. D'abord, répondre et anticiper des pressions de la société, qu'elles émanent du législateur ou bien des citoyens, attirer les consommateurs et finalement se distinguer de ses concurrents et créer de nouveaux marchés, ou répondre aux attentes de ses actionnaires, notamment les investisseurs socialement responsables et de ses employés. Parlons maintenant de l'actualité. Depuis janvier, il y avait la mise en place de la directive sur les rapports de développement durable des entreprises. Cela a marqué l'actualité, bien sûr. À l'entrée de cette directive, les sociétés seront tenues de publier des informations précises sur leurs risques, opportunités et impacts matériels en rapport avec les questions environnementales, sociales et de gouvernance. Toujours avec l'actualité, selon une enquête exclusive publiée il y a quelques jours du Journal des entreprises, la quasi-totalité des entreprises, à peu près 95%, se dit concernées par la RSE. 39% possèdent une bonne maturité RSE. 47% s'inscrivent résolument dans une phase de découverte de la RSE et 26% en phase de démarque et 20% avec déjà quelques initiatives à leur actif. Et là, on rentre dans le vif du sujet avec ma collègue Marine et notre invitée Caroline. Merci Ahmed pour cette magnifique introduction. On a aujourd'hui la chance d'avoir avec nous Caroline Darmon, qui est directrice RSE du groupe Publicis France et qui s'intéresse à ces questions depuis plus de 10 ans. Notre première question va être assez générale pour lancer cette discussion. Pensez-vous que les entreprises ont un rôle à jouer dans la transition écologique et sociétale ? Je viens aujourd'hui en effet avec une double casquette qui est directrice RSE de Publicis en France, donc un petit groupe de communication dans le monde, et puis aussi vice-présidente de la commission RSE de la HACC, dont vous avez parlé dans l'introduction tout à l'heure, et qui est très importante justement, notamment pour embarquer l'ensemble des agences en France. Donc il y a à peu près 8000 agences en France, donc c'est important de les embarquer dans cette transformation RSE. Donc oui, bien entendu, les entreprises ont un rôle à jouer dans la transition environnementale et sociétale. Moi, je suis quelqu'un de chiffres, parce que comme ça, au moins, on peut rien dire derrière. Donc, et des chiffres, vous avez cité l'ADEME, il n'y a pas mieux aussi comme référence en termes en France. Donc, à une question qui est la suivante. À votre avis, aux Français, qui serait le plus efficace pour résoudre le problème du changement climatique? Donc, les Français citent, à votre avis, qui en premier?
Eh ben non, l'État, à 55%. En deuxième, je ne vais pas faire la blague à chaque fois, les citoyens, à 38%, puis les instances internationales, type l'ONU, etc. Et enfin, les entreprises, avec 28%. Donc, on se dit, en effet, spontanément, il y a une attente potentiellement plus forte de la part des citoyens pour les entreprises que ce qu'elle est réellement. Donc ça, c'est, à votre avis, qui serait le plus efficace dans la réalité? Quand on leur demande aujourd'hui qui agit le plus aujourd'hui, donc je ne vous refais pas la blague, arrivent en premier les citoyens, donc ça c'est hyper important parce que du coup ça veut dire qu'il y a une conscience de se dire bon, moi je fais tous les jours, etc. Et les autres qu'est-ce qu'ils font? Ensuite les associations, ensuite les collectivités, ensuite l'État et après les entreprises. Alors que si on prend un petit peu de recul, on pourrait en effet se dire que les entreprises sont plus importantes, d'autant plus que il y a plein d'études qui montrent que, en fait, je vais être basique, il y a besoin de sous pour cette transition environnementale et sociétale. Et notamment sur les ODD, qui sont donc les 17 ODD, qui sont les objectifs de développement durable mis en place par les Nations Unies. Il faut à peu près 5 000 milliards de dollars par an entre aujourd'hui et 2030 pour atteindre ces objectifs. Donc malheureusement, ce ne seront pas les États, ce ne seront pas les associations, ce ne seront pas les citoyens qui auront cet argent, c'est vraiment les entreprises. Donc oui, il y a un rôle à jouer, non seulement de par la place des entreprises dans l'économie, mais aussi assez basiquement parce qu'en fait, c'est elles qui ont l'argent aussi et qui peuvent mettre plus d'argent pour faire. Et quand une entreprise fait un petit pas, une entreprise internationale fait un petit pas dans cette transformation, en fait, par un parallèle, c'est un grand pas vraiment par rapport à la transition parce qu'elle peut avoir un poids très fort. Et surtout, ce qui est hyper important, c'est de ne pas rentrer dans ces cas-là, et les entreprises, notamment les grandes, ont compris aujourd'hui, de ne pas rentrer dans le fameux triangle de l'inaction. C'est-à-dire se dire, bon, finalement, ce n'est pas à moi, moi citoyen, donc c'est bon, ce n'est pas à moi de faire, c'est à l'État. L'État qui se dit, bah non, moi, je n'ai pas l'argent, donc ce n'est pas à moi de faire, c'est aux entreprises. Et les entreprises qui disent, bah non, ce n'est pas à moi de faire, c'est aux citoyens et aux consommateurs dans ces choix de consommation au quotidien. Donc voilà, chacun a vraiment son rôle à jouer, mais les entreprises ont vraiment un rôle au cœur de cette transition important. Donc vous parlez du triangle de l'inaction. Quels sont pour vous les écueils et les difficultés auxquelles une entreprise se trouve confrontée lorsqu'elle s'engage dans une politique RSE? Alors, c'est simple. Et moi, pour l'avoir vécu il y a une dizaine d'années, quand on commence à aborder le sujet de la RSE, c'est de se dire, OK, par où je commence? Parce qu'en fait, la RSE, donc c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Il y en a qui disent c'est la responsabilité sociale et environnementale. On lui donne toute la définition qu'on veut. En gros, c'est la responsabilité qu'ont les entreprises sur les impacts environnementaux et sociaux et sociétaux qu'elles créent en faisant leur business. Donc, autant vous dire que c'est très, très large. On n'a jamais fini. La to-do list, elle s'allonge. À chaque fois qu'on enlève un truc, il y en a 3 qui arrivent. Donc, c'est vraiment cette difficulté de se dire, mon Dieu, voilà, c'est hyper important. Et comment je vais faire pour gravir cette montagne? Par où je vais la prendre? L'autre chose qui est hyper importante quand on est une entreprise, c'est d'embarquer la direction. Sans la direction, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait un cap qui soit donné vraiment par le président, la présidente de l'entreprise. S'il n'est pas donné, si ça n'est pas porté, si ça n'est pas sponsorisé, entre guillemets, par la direction, tous les efforts que vous ferez, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, par exemple, je vais prendre forcément des exemples de Publicis, mais nous, on a la chance chez Publicis d'avoir depuis 6 ans une présidente France qui s'appelle Agathe Bousquet. Et enfin voilà, il n'y avait pas besoin, elle est arrivée après que moi j'ai commencé à faire de la RSE chez Publicis, il n'y avait pas besoin de lui expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait faire de la RSE. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a vraiment changé la vie quand elle est arrivée. C'est-à-dire que dans ma première réunion, je vous raconte une anecdote, première réunion avec elle, je me dis, bon, ça va être comme d'habitude avec la direction. Sur 1 heure de réunion, je vais devoir pendant 3 quarts d'heure expliquer pourquoi est-ce qu'il faut faire de la RSE et 1 quart d'heure, qu'est-ce qu'on fait en RSE chez Publicis. Et donc, bon, je m'assois en face d'elle et donc là, je commence. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire de la RSE chez Publicis? Et là, elle me dit, non, mais je t'arrête. En fait, il n'y a pas besoin de m'expliquer. Bien sûr qu'il faut en faire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et ça change quand même tout. Et donc, le fait d'avoir l'appui de la direction, c'est juste indispensable. L'autre chose aussi, c'est de se dire que la RSE, finalement, ça ne coûte rien. La RSE, si, c'est un investissement. Et c'est ça peut être un très gros investissement. Moi, je fais souvent le parallèle de la transition environnementale et sociétale avec la transition digitale qu'on a connue il y a quelques temps.
enfin pour certains d'entre vous, vous ne l'avez pas connu parce que vous êtes trop jeunes, mais qu'on a connu il y a certains temps. La transition digitale, il y avait besoin d'investir, c'était des nouveaux métiers à fond qui se créaient, etc. Et s'il n'y avait pas d'investissement de la part des entreprises, elles passaient complètement à côté. La transition environnementale et sociétale, c'est exactement la même chose. Alors, il y a peut-être un peu moins besoin d'investissement au sens premier du terme, quoique, mais il y a quand même besoin de se dire, c'est un coût à court terme pour l'entreprise, mais avec un vrai retour sur investissement, entre guillemets, même à très court et moyen terme. Donc, se dire qu'en fait, la RSE, c'est juste un directeur RSE dans un bureau et c'est tout, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est un vrai investissement de la part des entreprises et ça, il faut vraiment se le dire dès le début. Suivant aussi l'enjeu qu'on lui donne derrière, est-ce que c'est une vraie équipe aussi qu'il faut monter? Moi, le nombre de fois où je me suis retrouvée... Donc, moi, j'ai une petite équipe, on est 5, mais on a développé un réseau d'ambassadeurs RSE. Publicis en France, par exemple, c'est une trentaine d'entités. Dans chacune des entités, il y a au moins 1 à 2 personnes qui ont un rôle d'ambassadeur RSE, c'est-à-dire qu'eux-mêmes vont porter la stratégie RSE de leur propre entité, vont la créer aussi avec la direction, avec une stratégie RSE propre à chacune des entités, mais qui vient nourrir la stratégie RSE qu'on a mis en place sur la France, et qui vient relayer aussi toutes les actions qu'on fait au niveau de la France, tout en gardant sa propre culture d'entreprise. Donc, à la fin, on est un peu moins de 100, mais enfin, on est entre 70 et 80 au quotidien à travailler sur ces problématiques de RSE. Et sur la France, qui est le poste que j'ai aujourd'hui, ça fait à peine 5 ans qu'on a créé ce département de la RSE. Donc, ça veut dire qu'en moins de 5 ans, il y a à peu près 100 personnes qui quotidiennement ont un rôle à jouer au niveau de la RSE. Donc c'est vraiment aussi une histoire d'équipe derrière, de se donner les moyens de le faire. Et la dernière difficulté qu'il faut surmonter, c'est le fait de se dire que la RSE, et ça rejoint le sujet de la direction, la RSE, ce n'est pas quelque chose à côté. Si elle est bien faite, elle doit être intégrée vraiment dans la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est primordial. Si ça reste à côté, au bout d'un moment, ça devient un alibi pour l'entreprise et se dire c'est bon, j'ai coché la case de la RSE. Et donc ça, c'est vraiment, c'est comme la direction, ça fait partie des incontournables où il faut se dire dès le début, voilà, comment est-ce que je fais pour l'intégrer vraiment dans la stratégie et pas en faire quelque chose à côté. Et puis, forcément, les écueils dans lesquels on peut tomber assez vite quand on fait de la RSE, c'est d'être pressé de communiquer. Donc là, vous êtes sur un colloque où la communication responsable est au cœur. Non, il ne faut pas être pressé de communiquer, il faut être pressé de faire. Et ça, c'est hyper important. Il faut faire avant de dire. Et donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on met en place. Souvent, quand on commence la RSE, moi, c'est ce qui s'est passé il y a 10 ans. En fait, on est un peu comme M. Jourdain, on découvre qu'en fait, on fait déjà des choses sans le savoir sur la RSE. Et donc, il y a déjà des choses qui existent et des preuves, des actions qui existent et qui viennent déjà nourrir une stratégie qu'on est en train de mettre en place et qui finalement drive un peu aussi cette stratégie. Mais donc ça, c'est vraiment l'écueil premier dans lequel ne pas tomber, parce que sinon on tombe dans le greenwashing, on va en parler tout à l'heure, plus en moins là-dedans, et que si on veut continuer à être une entreprise attractive, si on veut fidéliser aussi nos collaborateurs, d'avoir une politique RSE honnête, par contre, et transparente, ça devient une dette, en fait, aujourd'hui. Nous voyons bien, du coup, ce qui pourrait permettre et convaincre surtout les entreprises à changer leur modèle aujourd'hui. Mais il y a une question qui demeure quand même, et on l'a évoqué en introduction avec Océane et Zacharia. Comment mesurer, au final, l'efficacité des mesures RSE qui sont adoptées par les entreprises? Et c'est une question, pour le coup, vraiment primordiale, parce que la RSE sans mesure, ça ne sert à rien. Ce qui est hyper important dans la RSE, c'est, si je caricature, de faire un T0, de savoir où est-ce qu'on en est dans sa politique environnementale, sociale, sociétale, et de voir les progressions en se donnant des objectifs. Et la trajectoire, je pourrais limite citer Orelsan, la trajectoire est plus importante le chemin parcouru est plus important que l'arrivée. Donc ça, c'est vraiment super important. Dans le temps, vous en avez parlé un tout petit peu avant,
il y avait la possibilité de faire ce qu'on appelle un rapport RSE. Il n'y avait pas vraiment de contraintes sur un cadre en soi, mais on pouvait faire un rapport RSE, commencer à dire où est-ce qu'on en était des différentes actions qu'on mettait en place, etc. Mais il n'y avait pas d'obligation, par exemple, de calculer son bilan carbone, ne serait-ce que ça, ou de donner des objectifs de projection, etc. Ensuite, il y a eu la DPEF, qui est la déclaration pour la performance extra-financière. Donc ça, c'est arrivé en 2017. Déjà, là, c'était beaucoup plus cadré, avec un objectif aussi, avec un cadre qui était de répondre à 6 objectifs environnementaux. Et ça ne concernait pas forcément toutes les entreprises, mais les entreprises de plus de 500 collaborateurs avant tout. Et puis, en effet, tu en as parlé juste en introduction, il y a quelque chose de vraiment important et qu'on attend tous au niveau de la RSE, qui est cette fameuse CSRD. Donc, c'est la Corporate Sustainability Reporting Directive, donc c'est une nouvelle directive qui a été votée au niveau européen, qui est rentrée réellement en vigueur le 1er janvier 2024 et qui s'adresse d'abord aux entreprises qui sont cotées, grandes ou PME cotées, et dont donc la première déclaration officielle va être le 1er janvier 2025 sur l'exercice 2024. Et en fait, cette CSRD, ce qui est hyper bien, c'est que là, on a un vrai cadre très contraignant, avec plus de 1000 indicateurs à suivre, dans lequel il y a des indicateurs, des objectifs et des objectifs timés. Donc ça, c'est aussi super important. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, on va avoir un cadre commun pour toutes les entreprises, ce qui veut dire qu'on va pouvoir aussi se comparer. Quand on est dans un milieu entreprise, ce qui marche en général assez bien quand on veut progresser, c'est qu'est-ce que fait le petit copain à côté. Donc, de voir ce que font les uns et les autres, où ils en sont chacun sur des critères bien normés, validés par l'Europe, ça va normalement aider à accélérer. Alors, pour ne rien vous cacher, c'est un peu bordel en ce moment, parce que comme c'est la première, on ne sait pas trop où on va, il y a besoin d'intégrer la finance, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, la première, ça risque d'être un peu compliqué. Mais 2026, moi, j'ai hâte d'être à 2026, où là, on aura quand même un exercice derrière nous. Et donc, du coup, ce sera plus clair. Et donc là, pour le coup, pour mesurer, ça va être vraiment intéressant. Alors, ce qui est un peu dommage dans cette CSRD, c'est que c'est européen. Donc, verre à moitié plein, c'est déjà hyper bien. Et l'Europe, objectivement, et la France, on peut être fier d'ailleurs, accessoirement. La France, on est quand même très bon sur ces sujets. Je ne sais plus sur quelle étude très récemment, c'est le ministre de la Transition qui disait que la France, on est 7e aujourd'hui dans le monde sur l'avancée sur ces sujets de transition environnementale et sociétale. On n'est pas au fin fond de... Donc, il faut quand même de temps en temps, je sais qu'on est toujours très critique envers nous-mêmes, mais quand même sur la France, on est vraiment plutôt pas mal. Donc il faut continuer, c'est pas pour autant qu'il faut se reposer sur ses lauriers, il faut continuer, mais donc voilà. Et la CSRD, donc, c'est une directive européenne. Aux États-Unis, il y a un truc un peu similaire qui est en train de se passer. Je ne sais plus qui parlait de M. Faber tout à l'heure, drivé par M. Faber, qui s'appelle l'ISSB, et où là, c'est un peu moins contraignant pour les entreprises. Donc après, il va y avoir forcément une guéguerre, comme d'habitude, entre l'Europe, les États-Unis. Bon, on va dire que l'Europe a tiré les premiers, mais bon, quand même. Qui va être vraiment le référentiel à la fin mondial, on verra. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est que cette CSRD européenne va permettre d'avancer énormément. Et je vois que j'ai l'impression que je parle trop, j'avais prévenu. Et l'autre chose, vous en avez un tout petit peu parlé aussi tout à l'heure, pour mesurer, c'est aussi assez basiquement tout ce qui est barème et notation. Donc, il y a plein de choses qui existent. En général, les entreprises aiment bien EcoVadis parce que c'est une norme européenne, mondiale pour le coup. Et donc, du coup, ça permet de se situer. Ça donne des notes, des drapeaux, etc. Donc, Publicis, il faut bien que je fasse un petit peu de pub, mais nous, on est très contents parce qu'on est Platinum, donc c'est NEC plus Ultra. Et on est plutôt très bien noté, même on est premier de notre secteur, en fait. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est les agences de notation sur une dizaine de baromètres. On est 8 fois premiers, donc notamment des Bloomberg, etc., qui sont vraiment des références. Et puis je suis très contente parce que vous avez parlé aussi de quelque chose qui m'est cher, puisque là c'est ma casquette à ACC, qui est le label RSE Agence Active. Et donc ce qui est très bien, je trouve, et nous c'est ce qu'on fait chez Publicis, c'est de compléter ces grandes normes et labellisations internationales par des choses spécifiques sur nos métiers et aussi dans nos pays. Et donc, en effet, il y a une centaine d'agences aujourd'hui qui ont ce label RSE Agence Active qui vient expliquer et prouver, en fait, on ne peut l'avoir que si on est bon dans cette communication responsable. C'est-à-dire qu'on sait faire
de la communication responsable, on sait ce que c'est qu'un message responsable, on sait produire de façon responsable, on sait aussi former nos gens, nos collaborateurs, etc. Donc, les agences qui ont ce label sont par défaut bonnes dans tout ce qui est sujet communication responsable. Et ça, c'est une autre manière aussi de noter les entreprises. Donc, depuis quelques années, il y a quand même une sincérité, une authenticité des stratégies de communication qui est remise en question, notamment par les consommateurs. Donc, comment les entreprises peuvent-elles communiquer sur leurs engagements sans tomber dans la pratique du washing qu'on a évoqué en introduction? Ouais. Alors, ce qui est important, c'est de se dire, parce que du coup, on va revenir sur la pub et la communication en soi. Aujourd'hui, il y a 62%, on pourrait se dire, spontanément, parce qu'il y a une défiance vis-à-vis de la pub, il y a une grosse pression vis-à-vis de la pub et de la communication, en se disant, voilà, la com, c'est le grand mouton noir, je ne sais pas comment dire, responsable de tout, c'est vous qui êtes responsable de la surconsommation, etc. Moi, aujourd'hui, donc avec 10 ans d'expérience sur la RSE, je ne resterai pas dans un grand groupe de communication si je n'étais pas persuadée que la publicité et la communication a un rôle à jouer dans la transition environnementale et sociétale. Ce qu'il faut par contre, c'est reconnaître, et c'est ce que le secteur est en train de faire de plus en plus, que oui, c'est vrai, on a poussé à la surconsommation et c'est encore aujourd'hui un des grands rôles malheureusement de la publicité. Pour autant, et c'est là où c'est intéressant, c'est que les Français nous attendent, et là je vous parle des Français, mais en Europe et dans le monde c'est aussi ça, ils ont compris qu'on avait un rôle à jouer dans cette transition environnementale et sociétale, et ils nous attendent dans ce rôle-là. Ils nous attendent en quoi? Je crois que vous en parlez dans la journée, vous avez un super programme, bravo. Notamment, là où on a notre force, c'est ce rôle d'influence qu'on joue auprès des consommateurs. Donc influence pour leur dire achète ce produit plutôt que celui-là, mais influence aussi parce qu'on construit des imaginaires collectifs, on construit des récits et dans lesquels les gens ont, et des représentations dans lesquelles les gens ont envie de se projeter. Donc aujourd'hui, on construit encore aujourd'hui, alors de moins en moins, je vous invite vraiment à regarder, on évolue vraiment depuis 4-5 ans. Par exemple, la représentation de la réussite pendant des années, ça a été d'avoir une maison avec un grand jardin, d'avoir une grosse voiture, d'avoir la montre qui va bien, d'être très matérialiste, sans parler du côté paternaliste avec la belle femme à ses côtés. Donc ça, c'était vraiment, et de passer ce week-end à New York parce que c'est trop chouette. Donc ça, c'était vraiment l'image de la réussite. Aujourd'hui, on est en train de changer ça, doucement mais sûrement, pour des modèles et des récits qui sont sur justement des choses et des modes de vie et des comportements plus durables. Donc, si vous regardez par exemple certaines communications, on met en scène de plus en plus des comportements plus responsables. On essaye de pousser les annonceurs, les entreprises à communiquer sur des produits ou des services plus responsables. Je vais vous donner quelques exemples très simples et très rapides, parce que je vois que le temps passe. Chez Publicis, on a Orange, par exemple. Notre grande fierté, ça a été, et c'est notre rôle d'influence aussi au sein des entreprises, ça a été de convaincre Orange, il y a 2 ans, que pour leur film de Noël, au lieu de pousser à la vente pour la énième fois le dernier iPhone, de pousser à acheter, entre guillemets, des téléphones recyclés. Que Orange, premier opérateur en France, mette le plus gros poids de sa communication annuelle dans le film télé, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui regardent la télé, et aussi digital, sur du recyclé et du reconditionné. Moi, il y a 5 ans, vous m'aurez dit ça, j'aurais dit oh, bah, c'est pas gagné quand même. Et bien voilà, ça fait 2 ans que le film de Noël d'Orange pousse à acheter du reconditionné et pas le dernier iPhone. Que Renault fasse un film il y a 2 ans et qui passe du coup régulièrement encore aujourd'hui pour dire c'est pas parce que cette voiture est électrique et qu'elle consomme moins que vous devez l'utiliser tous les jours et pousser à utiliser ses pieds tout simplement ou son vélo pour aller au boulot et ses pieds pour aller acheter une baguette. On ne l'aurait pas imaginé il y a quelque temps. Et c'est en train de se passer. Et c'est vraiment vers ça qu'on va de plus en plus. Et c'est comme ça que la publicité et la communication va pouvoir, je vais réemployer le mot, survivre.
c'est si on participe à cette transition en étant du bon côté de la transition. Et être du bon côté, c'est de pousser à montrer ces nouveaux produits, ces nouveaux services, et surtout à créer ces nouveaux récits et à rendre désirables ces modes de consommation qui sont aujourd'hui plus ou moins montrés du doigt. Et donc là, je me suis étalée, parce que tout ça, c'est pour dire que ça ne marche que si on est sincère. Et que si on dit des choses qui ne sont pas des choses, j'emploie souvent cette expression que je vous ai déjà sortie, si la communication ne montre pas des choses qui sont des arbres qui cachent la forêt. Tout à l'heure, vous avez montré l'exemple de McDo que moi j'aime beaucoup, parce que ça concerne l'environnement, mais ça concerne aussi les sujets de société. McDo, en effet, il y a quelque temps, ils ont fait une opération pour la journée des droits de la femme, où ils avaient dit, on va mettre notre M dans l'autre sens, ça va être W pour montrer le soutien qu'on a vis-à-vis et l'importance de l'égalité homme-femme, etc. Et en fait, ils se sont fait très très vite rattraper, donc c'est du purple washing ou du pink washing, on l'appelle comme on veut, ou du féminisme washing, je ne sais plus comment ça a été appelé, parce qu'en fait, en interne, leur politique d'égalité homme-femme, elle n'était pas du tout au niveau. Et en fait, c'est ça le washing, que ça soit du social ou que ça soit du green, c'est exactement ça. Quand Crédit Mutuel fait une campagne nationale d'affichage, on en voit partout, et qui dit « Regardez ma carte de paiement, ma carte Visa, là, elle est en plastique recyclé, c'est trop bien. » Ça, c'est un bon gros greenwashing, parce qu'à côté de ça, ce qui est le plus important, ce n'est pas tant cette carte, c'est surtout les investissements que fait Crédit Mutuel. Est-ce qu'il continue à faire des investissements dans le fossile? Est-ce qu'il continue à faire des investissements dans le tabac, etc., etc. Et c'est ça le greenwashing. Donc, je ne sais plus la question, mais il faut faire très attention qu'il y ait une corrélation quand on communique et se poser toujours la question, est-ce que ce sur quoi je veux communiquer est en adéquation avec ce que je fais réellement en interne? Et surtout, est-ce que ça n'est pas aussi une petite goutte d'eau par rapport à la réalité de mon business derrière? J'aurais plein d'autres questions, mais j'imagine que peut-être vous avez des questions dans la salle. Donc si jamais vous avez des questions à poser à Caroline. Oui, merci beaucoup pour cet entretien. Effectivement, je vois déjà qu'il y a une question par ici. Est-ce que vous voulez le micro ou est-ce que ça... Moi, je ne vais pas partir dans une question, j'ai juste une remarque. Moi, je fais partie d'une entreprise industrielle engagée depuis très longtemps. Et donc, je suis frappée de voir que on sait que les entreprises, elles s'y mettent pour convaincre leurs actionnaires. Je n'ai pas parlé d'actionnaires. Plaire aux jeunes. Ouais. Mais non, mais elles s'y mettent parce que, comme vous dites, c'est une question de survie. Mais vraiment, c'est-à-dire que. Et pour y arriver, il y a de l'innovation qui est nécessaire. Et l'innovation, ça met. Vous voyez, une innovation, c'est 40 ans qu'on cherche dessus. 40 ans. Donc, vous voyez ce que je veux dire, pour être prêt à atteindre les objectifs climat en 2050, même enfin, 2030, pour nous, 2030, c'est demain. Donc, ça fait longtemps que les gens travaillent dessus. Et l'innovation, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Donc, c'est pas toujours. Ouais, la communication, elle arrive à la fin. Mais en effet, ce que vous... C'était votre stratégie, ou alors elles sont mortes demain. Ouais, c'est exactement. Ouais. Mais... Ouais. Exactement. Moi, j'avoue, je suis pas concernée. Ouais. Le secteur les plus polluants. Effectivement, ça fait longtemps. Mais heureusement et bravo, parce que tout le monde n'a pas encore compris. Donc dans les grosses, souvent, mais l'innovation, et c'est ce que vous dites, ça dépend des sujets. Prenons un secteur, l'automobile, qui est quand même beaucoup montré du doigt. Renault est aujourd'hui premier sur l'électrique parce qu'en effet, ça fait longtemps qu'ils ont anticipé le changement et qu'ils ont commencé à se dire il va falloir qu'on switch de plus en plus vers de l'électrique. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont un temps d'avance par rapport aux autres constructeurs parce qu'il y a un nombre d'années de développement de leurs produits, de leur innovation, oui. Mais Stellantis, pour ne pas citer le concurrent direct, ils s'y sont pris plus tard et donc ils ont un temps de retard. Donc après, c'est comment est-ce qu'on rattrape? Et après, dans l'alimentaire, c'est plus facile, ça va moins long, c'est moins long à mettre en place. Donc, je ne sais pas si vous faites partie du BTP ou quoi que ce soit, mais non, bon, raté. Voilà. Mais c'est vrai que des entreprises qui ont un énorme impact environnemental et dont les solutions pour diminuer cet impact environnemental prend du temps à développer parce qu'en fait, elles ne sont pas sous le sabot à cheval et prend beaucoup d'argent, c'est sûr que si l'entreprise a eu conscience tôt du changement, c'est mieux que si elle en a conscience que depuis 4-5 ans. Donc oui, je vous rejoins complètement. C'est pour ça que je
tout ça va dans le même sens. Enfin, moi, je pense que tout va dans le même sens, en fait. Pour moi, je ne devrais pas dire ça, mais moi, je rêve d'un monde où on aura encore plus de lois, parce qu'en fait, la loi permet d'accélérer le changement. Et en même temps, c'était en introduction une problématique des audits et Ouais. 200 KPI Ah, ben là, c'est là où il faut investir en RSE. C'est là où il faut plus de monde, et c'est pas se dire le truc. Ah ben oui, oui. Mais le contrôle et la mesure, c'est ce qui permettra de voir si on a avancé. Donc en fait, c'est toujours qui l'œuf de la poule, etc. Mais moi, je crois vraiment. En fait, la réglementation, à la fin, elle va toujours dans le même sens sur la partie environnementale, par exemple, des limites planétaires. C'est-à-dire que quand moi, je vais prendre le secteur que je connais le mieux, qui est la communication, quand dans la loi climat et résilience passe, j'ai envie de dire enfin, j'espère qu'il n'y a pas d'automobile dans la salle, une loi qui dit qu'on arrête la vente des véhicules thermiques en 2035 ou 2030, je ne sais plus, et en 2000, du coup, quelques années avant, la publicité c'est très bien, et en fait, c'est logique, parce que 2035, on aura le pic pétrolier, donc déjà ça, sans parler de tous les matériaux et les ressources premières nécessaires pour la construction d'une voiture. Donc en fait, souvent, c'est en parallèle en fait, de la réalité que la nature, la planète va nous renvoyer, et nous renvoie déjà de plus en plus vite. Donc pour moi, si c'est bien anticipé, les innovations quand même entreprises vont dans ce sens-là, et donc la réglementation permet d'accélérer. Mais après, sur tout ce qui est mesure, et donc notamment la CSRD, c'est sûr qu'on passe un temps de malade à récupérer des données, à faire de l'audit, etc. Mais ça, moi, c'est un problème d'investissement des entreprises dans les personnes qui font ce sujet-là. C'est-à-dire pour connaître... chez nous, c'est plutôt bien organisé. Et j'ai de la chance, je m'occupe très peu, moi, de ces sujets de reporting. C'est le groupe qui gère vraiment ça. Mais pour voir plein de collaboratrices, c'est beaucoup de filles, les directrices RSE, en fait, elles récupèrent cette problématique de reporting supérieur, enfin plus fort, et la CSRD, c'est l'explosion, en plus du reste. Au lieu de se dire, et c'est là où il y a un problème encore de vision de certains patrons et de certains CODIR, COMEX, tout ce que vous voulez, au lieu de se dire, il faut qu'on ait des gens en plus pour faire ce travail. Et c'est un investissement court terme et qui va nous permettre d'avancer, notamment en R&D, notamment en innovation demain, pour avoir maintenant, être dans ce cadre qui est désormais défini. Et là, pour moi, le problème, c'est vraiment ça, c'est de se dire, on va faire pareil, enfin, on va faire plus avec le même nombre de personnes, et la RSE, on n'a pas forcément besoin de beaucoup investir encore. Moi, ce que je crois profondément, c'est que la RSE, à un moment, va disparaître. Ces départements RSE n'auront plus besoin d'exister parce que tout sera intégré au niveau de tous les métiers. Je me dis que dans quelques temps, je suis à la retraite, je ne devrais pas connaître malheureusement cette période-là. Donc il y a encore un peu de... Et tant qu'il n'y aura pas eu ce switch-là, de se dire vraiment, ça doit être intégré dans tous les métiers, ça doit être intégré dans toutes les BU, ça doit être intégré partout, et donc j'ai plus besoin de spécialistes, on n'avancera pas. Et donc comme à court terme, ça reste quelque chose souvent à côté, sur ces sujets de mesure, il y a besoin d'investir dans des personnes et de la collaboration et des process, etc., pour mieux faire ce cadre et après entraîner une nouvelle innovation, etc., sur le sujet. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Merci. Vous êtes... Ouais. Mais en fait, les auditeurs sont là pour... c'est des auditeurs extérieurs. Oui, mais en fait, c'est pas l'un ou l'autre. Moi, je pense qu'il faut les deux, parce que c'est l'audit qui permet d'être crédible dans les chiffres qu'on fait et qu'on montre. Je ne sais plus qui parlait de qualitatif tout à l'heure. C'est pas du quali, c'est du quanti vraiment, quoi. C'est des objectifs mesurables dans le temps, etc. Et un audit est là pour dire, ok, alors les gars, ce que vous dites est faisable. SBTI, par exemple, sur la partie transition environnementale, est vraiment là pour dire les objectifs que vous êtes fixés, la trajectoire que vous vous donnez est juste et elle est atteignable. Donc je suis là pour vérifier en effet que pour moi, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment l'un et l'autre. Justement, l'administratif, etc. Et qu'est-ce que vous parliez tout à l'heure du fait que les entreprises regardaient beaucoup ce que faisait le petit copain d'à côté, et les agences de com compris. Et
votre avis sur alors, je ne sais pas si ça a été effectif, mais sur la volonté de retirer le label Bicorp à Havas parce qu'il était avec Total et que Total contrevenait à des... C'est Shell, ouais. contrevenait à des engagements RSE, sur quel Ouais. sujet exactement. Donc comment vous vous positionnez en tant qu'agence de communication, parce qu'effectivement vous êtes arrivé à la fin, ce que vous dites, hein, entre guillemets, hein, puisque la stratégie RSE et autres de l'entreprise est déjà établie, et en même temps on ne peut pas laisser tomber les boîtes qui sont là et qui sont hyper importantes dans le fonctionnement actuel du monde. Donc comment Publicis se positionne par rapport à ça, ou s'est positionné par rapport à ce sujet de retrait? Objectivement, c'est la question la plus complexe. Merci. On refuse parfois de travailler pour certains clients. Pour la chance qu'on a quand on est à Havas, quand on est un Publicis et d'autres agences, quelles qu'elles soient, c'est le rôle d'influence qu'on peut avoir auprès de nos clients. Donc, même si on parle de la communication au sens large qui arrive à la fin, par exemple chez Publicis, on a aussi toute une entreprise qui joue sur la transformation, qui est Sapient. Donc on arrive en fait aussi beaucoup en conseil, en amont, etc. Je ne vais pas vous faire une réponse de Normande, hein, promis. Mais chaque année, depuis 3 ans, puisque ça fait 3 ans qu'il y a des contrats climat qui existent, je vous invite à aller regarder ce que c'est, ça découle de la loi climat et résilience. Il y a notre présidente qui envoie chaque année en septembre à nos clients un mail qui dit, dans le cadre de la transition, grosso modo, hein, dans le cadre de la transition environnementale et sociétale, je vous invite vraiment à réfléchir à votre plan de l'année d'après, plan de communication, au prisme de cette transition et à réfléchir à tous les produits et les services que vous voulez mettre en avant. Et nous, on vous recommande de mettre désormais en avant, exclusivement dans un monde idéal, des services ou des produits qui ont moins d'impact pour l'environnement. Et en fait, c'est ça. Oui, on refuse certains clients et on a aussi des collaborateurs et ils ont leur droit, entre guillemets, de retrait, qui ne veulent pas travailler pour certains clients, à partir du moment où c'est argumenté, parce qu'il y a des fois, voilà. Mais donc, suivant les valeurs, oui, chacun a le droit. Mais on pense vraiment qu'on a cette force d'influence qui permet aussi d'accélérer la transformation et la prise de conscience des entreprises pour lesquelles on travaille. Sur Bicorp, et ça c'est un avis personnel, sur Bicorp, je trouve ça très bien. C'est-à-dire que Bicorp est censé être, ou se met comme étant le label le plus responsable qui existe dans le monde. Donner un label à une entreprise qui aujourd'hui travaille pour Shell, qui a quand même encore qui continue à avoir des nouveaux forages, ce ne serait que des anciens, mais des nouveaux forages, je trouve ça bien. C'est mon avis personnel.